Psychologie, partie 1. Chapitre 1. La psychologie, les fondements et les courants. Qu'est-ce que la psychologie? La psychologie, c'est psyché, c'est égal à l'esprit. Les behavioristes ne s'y intéressent pas. Logos, c'est la connaissance ou l'étude. La psychologie peut être définie comme l'étude scientifique du comportement et des processus mentaux. Cette science a 4 buts: décrire, expliquer, prédire et modifier les comportements et processus mentaux. Elle fonde ses découvertes sur des méthodes scientifiques. Décrire. Expliquer ce qui s'est produit, c'est le quoi. Nécessite une observation et une formulation précise et rigoureuse, comme par exemple l'agressivité. Expliquer. Exposer la raison pour laquelle un comportement ou un processus mental s'est produit. Par exemple, la recherche sur l'agressivité. On regarde le comportement, l'objet de l'étude, on cherche le pourquoi. Et là aussi, il y a des méthodes spécifiques. On étudie d'autres variables que le comportement. On regarde aussi ce que les gens en pensent eux-mêmes. Il y a un débat nature-culture. Est-ce qu'on est avec un comportement? A-t-on des prédispositions? Ou alors sommes-nous dans quelque chose qui va être acquis au cours du développement? Inné, acquis. C'est un mix des deux. On fait par exemple des recherches avec des jumeaux placés dans des milieux différents. Modèle bio-psycho-social. Donc, des causes plus héréditaires. D'autres dans les relations avec les parents. Et d'autres avec les relations sociales, et ce sont ces 3 facteurs qui vont permettre d'expliquer de manière complexe tous les comportements. Prédisposition de l'alcoolisme. Tout le monde n'est pas égal par rapport à l'assuétude. Quand on est pubère précocement, on a plus de chances d'avoir des conduites à risque, c'est-à-dire qui comportent un risque pour l'individu par rapport à la loi. Ces conduites d'expérimentation sont aussi à risque. Analyse de l'enquête qu'on a faite au premier cours. Taux de prévalence. X% de la population, des 12-18, qui ont rapporté avoir subi ce qui était étudié. Les taux de perpétration sont plus bas que ceux de victimisation pour les mêmes comportements. Cela s'explique par le fait qu'il est plus facile de reconnaître des choses dont on est victime que celles dont on est auteur. L'anonymat permet un bon niveau de dévoilement. On voit que les filles sont les plus victimisées dans la sexualité. C'est le seul domaine. Quand l'échantillon est bien diversifié, on peut se permettre de généraliser. Le baiser forcé. Les garçons sont plus touchés. Est-il corrélé avec les violences sexuelles? Les recherches montrent que oui. Les jeunes qui disent qu'ils ont forcé le baiser disent aussi qu'ils ont forcé d'autres choses. Polyperpétration. Plus de chances d'agir dans un autre domaine. Idem avec la polyvictimisation. Avoir déjà commis ou subi est un facteur de risque pour à nouveau commettre ou subir. Recherche quantitative. Un nombre, et qualitative. Une discussion pour comprendre. Prédire. Identifier les conditions pour qu'un comportement ou un processus mental se produise. Le comment. Exemple. Alcool et agressivité. Modifier. Mettre en pratique les connaissances en psychologie pour empêcher les comportements indésirables. Campagne de prévention. Intervention directe auprès des personnes à risque. La recherche qu'on a faite cible des campagnes de prévention. Mais on ne peut pas changer les gens malgré eux. Quelqu'un qui ne veut pas changer est très dur à faire changer. Le sujet doit d'abord avoir une motivation minimale. Par exemple, des gens qui ont un sursis probatoire et doivent aller voir un psychologue. On vise une modification avec quelqu'un qui a une contrainte. Aide sous contrainte forte présente dans le secteur psychojudiciaire. On peut quand même travailler avec des personnes, mais on va devoir démarrer différemment. Il y a un cadre juridique qui va également se saisir du consentement, etc. Les attitudes et les croyances. Qu'est-ce que les jeunes croient par rapport à un certain comportement? Que considèrent-ils comme normal par rapport aux violences conjugales et à l'enquête? Les jeunes ont tendance à accepter ces violences. Il y a une tolérance. Surtout pour les violences psychologiques.
Par contre, plus on va dans les violences sévères, les actes physiques sont moins acceptés. Le taux d'acceptation est plus élevé chez ceux qui perpètrent, les auteurs. On voit que c'est circulaire. Avoir ce comportement nous fait penser que c'est acceptable, et penser que c'est acceptable nous pousse à le faire. Plus on va accepter ce genre de comportement, plus on va les induire. On fait en sorte que ce soit cohérent, sinon c'est plus difficile à faire. Normalisation du comportement. Dans la même idée, plus on est victime, plus on pense que c'est normal et plus on accepte également. Il y a un processus d'escalade de la violence. Nos représentations guident nos conduites. C'est le postulat utilisé dans le domaine de la prévention. Les interventions. Orienter les représentations et les attitudes. Numéro 1. Les identifier. Numéro 2. Favoriser un jugement critique par le débat et la discussion. Numéro 3. Favoriser l'émergence d'attitudes positives et encourager de nouvelles normes de comportement. Numéro 4. Valoriser les relations amoureuses et interpersonnelles saines et égalitaires. La violence est une prise de contrôle sur autrui et une négation de son point de vue et de ses besoins. On a le droit de mener une vie sociale, d'être respecté dans ses choix. Par exemple, de choisir sa façon de s'habiller. Mais aussi d'exiger du respect même lorsqu'on est en couple. De plus, la jalousie est différente de l'amour. Consentement même quand il y a de l'alcoolisation. La psychologie est une science qui fait des recherches et a des outputs. Il y a aussi la psychologie clinique, qui soigne les gens dans leur souffrance. Clinique, ça veut dire aller au chevet du patient. Il y a aussi l'évaluation. La psychologie légale, l'expertise psychologique. Que font les psychologues ? Pour les mineurs, les deux parents doivent donner leur accord pour un suivi thérapeutique. C'est une faute professionnelle si le psychologue le fait sans leur accord. Confidentialité. Ils sont tenus par le secret professionnel, que le patient soit mineur ou majeur. Réserve pour le mineur. S'il est en situation de danger, on peut lever le secret professionnel. C'est la seule condition qui permet le dévoilement de la personne. Il y a une injonction qui porte aussi sur les institutions sociales, de pouvoir signaler des cas de terrorisme. Le principe de base reste le secret professionnel. Un patient peut autoriser à lever le secret professionnel, après une discussion et qu'on soit en accord avec lui. Nouveau décret d'aide à la jeunesse. On met en avant le droit des jeunes, pour qu'ils puissent être accompagnés et informés. On le place dans une position d'acteur. On ne fait plus les choses à son insu, on le responsabilise. Expertise psychologique dans le cadre pénal, c'est-à-dire judiciaire. Examen psychologique ordonné par un magistrat, qui mandate un psychologue avec pour permission de décrire la personnalité d'un sujet, de donner réponse à des interrogations d'ordre psychologique. Le juge va poser des questions auxquelles l'expert psychologue est tenu de répondre. Ce contexte particulier ne répond pas au secret professionnel. Au contraire, il sert à recueillir des informations. Accepter une mission d'expertise, c'est accepter la condition d'auxiliaire de justice. L'expert psychologue est un spécialiste de l'enfant et ou de l'adulte, de la famille, de la délinquance qui use de sa technicité, de ses modèles, de ses options théoriques pour remplir sa mission avec l'obligation de répondre aux questions posées par le tribunal de la façon la plus claire possible et dans un langage accessible à tous. Il y a une formation la première année et c'est une année de droit et il faut être validé sur une liste. L'objectif premier, dans le cadre pénal, est de donner de l'information au juge, ce qui va à l'encontre de la tradition du psychologue à vocation thérapeutique, c'est-à-dire aider les gens. Dans le cadre de l'expertise, ce n'est pas le même objectif. Il s'agit ici d'apporter, sur base du savoir psychologique, un éclairage au tribunal sur la personnalité, le témoignage d'un sujet, les besoins de traitement ou les séquelles. Cependant, le psychologue reste quand même bienveillant et sans a priori. L'idée est de dresser une photographie de la personne pour comprendre son acte. Le psychologue ne doit jamais statuer sur la culpabilité de la personne. Il y a des dérives,
certains oublient la casquette qu'ils ont. Il ne faut pas de confusion. Exemple de mission. Le juge demande une analyse de la personnalité. Il y a des outils, des tests de personnalité, par exemple le test des taches d'encre. On ne peut pas manipuler ce test car l'individu ne sait pas ce que le psychologue va faire de ses réponses. Il y a des échelles où la personne doit répondre à des items. Évaluation des capacités intellectuelles. Le juge de la jeunesse désigne les expertises dans certaines circonstances. Mineur, c'est égal aux auteurs de faits qualifiés d'infraction. On demande à l'expert si le mineur a conscience de la gravité et du caractère interdit des faits qu'il a commis. Le milieu familial a une certaine importance. On évalue le risque de récidive. Forte impulsivité, avoir commencé la délinquance tôt, etc. On a déterminé une méthode car avant, il y avait des entretiens cliniques pour évaluer le risque et ça augmentait de 3 fois le risque réel car le principe de précaution prévalait. Il y a des évaluations qui utilisent des facteurs et parfois à combiner avec des entretiens. On préfère dire risque de violence plutôt que dangereux pour un mineur. On ne peut pas réduire la personne à l'acte qu'il a commis ou subi. L'idée est de voir la personne à travers toutes ses facettes. Madame, juge d'instruction à Liège, à la date du. Procéder à un testing psychologique, évaluation des capacités intellectuelles et à un testing de la personnalité de l'inculpé. Établir un rapport motivé de leur contestation, en reprenant au début de ce rapport. Numéro 1. Le relevé de tous les documents consultés, en ce compris les procès-verbaux et autres documents transmis par mon cabinet. Numéro 2. Le calendrier des opérations, spécialement des contacts avec la personne concernée. Numéro 3. La liste des personnes consultées ou entendues. Invitons l'expert à prêter serment par l'opposition sur son rapport immédiatement avant la signature de la formule suivante. Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité. D'où vient la psychologie ? Première contribution à la psychologie. Connais-toi toi-même. Socrate. On évolue en s'introspectant. Déjà au temps de Socrate, Platon et Aristote. La psychologie, qui, dans sa définition la plus universelle, est la quête de connaissance de soi, est à la fois vieille comme le monde et à la fois actuelle. Socrate, 470 à 399 avant Jésus-Christ, et son élève, Platon, 427 à 347 avant Jésus-Christ. Ils fondent une méthode de recherche qui est toujours d'actualité, l'introspection, qui se base sur la connaissance de soi-même. Ils suggèrent de nous en remettre au raisonnement et à l'introspection, c'est-à-dire à un examen attentif de nos pensées et de nos émotions pour arriver à se connaître. Aristote, 384 à 322 avant Jésus-Christ. Le comportement humain est, à l'instar du mouvement des étoiles et des océans, soumis à des règles et des lois. Il observa que les êtres humains se distinguent des autres créations par leur capacité à raisonner. Les gens sont portés à rechercher le plaisir et à éviter la souffrance, une observation qui demeure pertinente encore aujourd'hui. Les différents courants. Une question par courant à l'examen. Numéro 1. Le behaviorisme. Il est absurde de penser que le rat se dit qu'il va aller à droite parce que la dernière fois qu'il l'a fait, il a eu du fromage. Le fondateur est Johann Waston, 1878 à 1958. Conditionnement, 3 axes. Revendication de positionner la psychologie comme une science et pour ce faire, il faut abandonner l'idée de conscience qu'il n'est pas mesurable. Pour eux, la psychologie est l'étude scientifique du comportement observable et non des processus mentaux. 1. Théorie de l'apprentissage. Expérience du chien Pavlov. Le behaviorisme s'intéresse à l'apprentissage des comportements mesurables et observables. La salivation est une réponse réflexe à la vue de nourriture. Pourtant, le chien salive aussi déjà quand il entend le bruit du sachet. C'est un conditionnement par association. Tout comportement peut être considéré comme une réaction à un stimulus.
Saliver en réaction à l'arrivée de la viande, stimulus inconditionnel, est une réponse inconditionnelle, elle est innée et non apprise. Le son de la cloche est un stimulus neutre, pas associé à la nourriture. Mais par association répétée avec la nourriture, le son devient un stimulus conditionnel. Le conditionnement répondant ou classique est une forme d'apprentissage par association qui permet à un organisme d'anticiper les événements. Première forme. Exemple. Le vibreur du téléphone qui nous réjouit ou nous stresse. La publicité utilise beaucoup le conditionnement. 2. Skinner, 1904 à 1990. Contribution majeure à ce courant de pensée. Les organismes apprennent certains comportements parce qu'ils sont conditionnés à le faire. Conditionnement opérant, c'est un apprentissage par lequel les organismes apprennent à faire ou à ne pas faire quelque chose, un comportement, à cause des conséquences de leur comportement. Deuxième forme. L'apprentissage se fait aussi donc par le renforcement. Le renforcement positif amène le comportement. Exemple. Avoir des cadeaux quand on a des bons points. Le renforcement négatif n'est pas une punition, mais c'est arrêter un stimulus négatif. Exemple. Appuyer sur un bouton pour que la cage ne soit plus électrifiée. On décide d'adopter certains comportements en vue de conséquences. Pour le rat, c'est la nourriture. Mais ce n'est pas spécialement matériel. Pour l'humain, ça peut être une bonne note à l'école, l'approbation sociale, etc. Pour les behavioristes, la personnalité est considérée comme l'ensemble des comportements observables d'une personne. Attention, exemple de question d'examen. Il n'est pas nécessaire de connaître les caractéristiques biologiques ou la vie intérieure d'une personne pour connaître sa personnalité. 3. Théorie de l'apprentissage social. Observer et imiter. Expérience sociale, Bobodol, expérience de Bandura. Comme les behavioristes, les théoriciens de l'apprentissage social considèrent que la personnalité est acquise et qu'elle est influencée par les expériences qu'a vécues l'individu. La théorie de l'apprentissage social postule que l'enfant apprend davantage de nouveaux comportements en observant ses pairs, en imitant les modèles de comportement. Les fréquentations qui ont une influence sur nous. Mais, contrairement aux behavioristes, apprentissage par renforcement, les phénomènes non observables jouent également un rôle important dans le développement de la personnalité. Nous apprenons en observant les autres et ce qui leur arrive et en y réfléchissant. On regarde quelqu'un agir, les conséquences de ses actes et on voit si ça peut nous convenir. Les enfants essaient par exemple d'imiter les adultes qui leur ressemblent le plus. Les fillettes imitent donc leur mère, car on leur a dit qu'un jour elles deviendraient des femmes. Les modèles de comportement violents proposés en surabondance aux enfants, par exemple dans les jeux vidéo ou au cinéma, peuvent, selon les théoriciens, être une explication à la violence, en prenant compte que certains individus ont plus de prédispositions que d'autres. 2. La psychanalyse. Fondée par Sigmund Freud, 1856 à 1939. C'est un médecin autrichien qui échappa au régime nazi au cours des années 30 en s'enfuyant en Angleterre. Il développe une pratique, la psychanalyse, qui se fonde sur la boîte noire dont il donne un décodage, une explication. Ce qui l'intéresse, c'est l'inconscient. La psychanalyse est à la fois une théorie de la personnalité et une méthode thérapeutique, cure analytique. Il s'est inscrit à un contre-courant car, à ce moment-là, la psychologie se faisait en laboratoire. Sa théorie se base sur des cures qu'il effectue avec des gens, surtout des femmes bourgeoises. La psychanalyse se différencie par ses fondements théoriques. Elle postule que la vie est gouvernée par des pulsions inconscientes provenant des conflits survenus pendant l'enfance. Les désirs inconscients peuvent émerger via les lapsus, les rêves. On ne sait pas objectiver l'inconscient, on fait des hypothèses dessus. Mais aussi son approche des patients, travail direct avec le patient, l'analyste étant un miroir projectif pour le patient. Le patient projette sur son thérapeute les impasses dans lesquelles il se trouve. La majorité des psychothérapeutes utilisent la psychanalyse,
Elle a imprégné la culture populaire pendant tout le XXe siècle. Concept connu, complexe d'Oedipe, surmoi, inconscient, le divan, etc. En Belgique, on s'en est différencié. Ce n'est pas le courant majoritaire, même si on l'enseigne quand même. Freud voit 3 niveaux de conscience. Il compare le fonctionnement à un iceberg. La partie visible est le conscient. Premier niveau, le conscient. Endroit où se logent les pensées, les sentiments, les actions dont nous prenons instantanément conscience. Deuxième niveau, le préconscient. Lieu intermédiaire entre le conscient et l'inconscient, à la surface de l'eau. Les pensées, les informations, confusément perçues ou proches de la conscience, sont encore de réelles prises de conscience. Troisième niveau, l'inconscient. Ensemble de pensées, de motifs, de pulsions ou de désirs qui échappent à l'activité consciente d'une personne, mais que la psychanalyse aide à découvrir. La théorie psychanalytique avance que plus la grande part de l'esprit fait partie de l'inconscient, une sorte de grande marmite où mijotent les pulsions, les envies, les désirs conflictuels. La théorie de Freud est dite psychodynamique, parce que, selon lui, les mouvements des forces sous-jacentes de la personnalité déterminent les pensées, les sentiments et les comportements de l'individu. La personnalité, 3 instances, le ça, le moi et le surmoi. Freud concevait la personnalité comme une interaction dynamique entre les différentes structures mentales, le ça, le moi et le surmoi. Chacune résidant, en tout ou en partie, dans l'inconscient. Le ça. Partie de la psyché qu'on croit présente dès la naissance. Le ça est immature, impulsif et irrationnel. Il est régi par le principe de plaisir comme seule motivation au comportement, recherche immédiate du plaisir et manière de réduire les tensions, sans égard à la logique ou à la réalité. Tout ce qui va vers la pulsion, la satisfaction immédiate des désirs, c'est le plaisir qui prime. Si on fonctionnait juste sur le ça, ce serait le chaos. Le moi. Partie de la psyché capable de planifier, de résoudre des problèmes, de raisonner, de juguler, le ça. Le moi chevauche sur l'inconscient et le préconscient. La fonction du moi est de canaliser l'énergie du ça en tenant compte des réalités extérieures. Le moi a la responsabilité de retarder la satisfaction des pulsions du ça si nécessaire, afin de tenir compte des réalités et des circonstances de l'environnement. Le moi est régi par le principe de réalité. Ça permet de planifier, de raisonner le ça. Tenir compte des réalités du système dans lequel on évolue. Le surmoi. Partie de la psyché qui joue le rôle de la conscience morale. Il s'édifie à partir des interdits parentaux et des normes sociales de moralité. Exemple. On doit aller en cours. On ne peut pas frapper. Le surmoi vise la perfection. Le moi doit chercher un équilibre entre le ça et le surmoi. C'est lui qui organise et dirige le comportement. Délinquant. Ça important. Personne hyper anxieuse. Surmoi fort important. Quand le moi ne trouve pas l'équilibre, il va y avoir une anxiété qui se glisse dans le conscient. L'anxiété est un sentiment désagréable dont nous nous efforçons habituellement de nous débarrasser en faisant jouer un ou des mécanismes de défense. Freud dit que l'individu met inconsciemment en place des moyens pour déformer la réalité et pour rejeter certaines émotions hors de sa conscience. Ainsi, un mécanisme de défense sert souvent à diminuer l'anxiété ou la dépression ressentie. Il soulage donc momentanément.